Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Première invitée dans cette Europe 1 Soir, Axelle Dessein. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous êtes directrice du programme national d'éducation aux écrans Internet sans crainte. Ce rapport qui avait été mandaté par le président de la République, que vous lui avez remis avec d'autres personnes, je crois, aujourd'hui à l'Élysée. Alors, ça a l'air simple comme ça de dire aux enfants, finalement, il n'y a pas d'écran, mais cela dit, je parle aussi par acquis personnel. Un enfant, quand ça voit un téléphone portable, ça le chope, et puis on n'a pas vu qu'il le regardait déjà depuis une demi-heure. C'est pour ça que, avant d'éduquer les enfants, il y a besoin d'éduquer les adultes aussi qui sont autour, et peut-être effectivement de repenser nos usages. C'est un des messages forts qu'on essaie de faire passer dans ce rapport aussi, qu'on est un modèle pour nos enfants, mais qu'on doit aussi avoir un rôle éducateur et protecteur par rapport aux usages des écrans. Mais quand vous avez vos comptes bancaires sur votre téléphone, quand vous avez votre messagerie sur votre téléphone, quand vous avez vos SMS, plus personne ne téléphone maintenant. Je sais plus qui me disait l'autre jour, laisser un message sur un répondeur, ça fait tellement 2004. Ben oui, puisque tout le monde laisse des textos. Il y a même des gens qui vous disent laissez plutôt moi un texto plutôt que de me laisser un message vocal. Comment est-ce que vous voulez qu'on se passe de ce téléphone portable qui, quand on le perd d'ailleurs, on a l'impression de perdre un bras, quoi. Alors, l'idée, c'est pas de se passer de son téléphone, ni de se passer des écrans. Ce rapport est pas du tout un rapport anti-numérique et anti-écran. Ça, c'est important de le dire. Mais plutôt de repenser un cadre d'utilisation, et aussi pour soi-même. Donc, on peut consulter ses comptes bancaires sur son téléphone, mais peut-être au moment où on est avec son enfant, et notamment son jeune enfant, d'avoir conscience que quand on est devant des écrans, on le prive aussi de toute une part de relation, d'un regard, d'une parole, qui est nécessaire aussi à son développement. Et là, je parle des tout petits. D'où cette préconisation renforcée de l'interdiction avant 3 ans. Et donc, inversement, passer du temps avec son enfant sans téléphone portable, ça lui permettrait aussi de se dire que cet objet-là n'existe pas dans son environnement jusqu'à un certain moment. Oui, en fait, évidemment, l'écran, mais l'écran de télévision déjà, est extrêmement tentant. À partir du moment où un écran est allumé, surtout pour un enfant, ça attire. Donc, au moment où on est avec ses enfants, effectivement, mettre cet outil-là de côté, ça peut être une bonne pratique. Avec nous, Olivier d'Artigol, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes essayiste, chroniqueur politique. Bonsoir Raphaël Steinville. Bonsoir Pierre. Rédacteur en chef du service politique du Journal du Dimanche. Vous aviez également des questions à poser à madame. On a lu les premières préconisations, qui est un peu un guide des bonnes pratiques. Et comme vous venez de le faire, on questionne nos propres pratiques. Sur le fait, par exemple, de partager avec nos enfants ou petits-enfants un repas en s'éloignant du portable pour avoir un vrai échange. Et pour essayer de reprendre le contrôle. Peut-être que ces écrans ont pris au fil des années un peu trop de place. On le mesure. Alors est-ce qu'on peut s'autodiscipliner parce qu'on est dans la sphère privée? Donc ça va demander à ce que chacun fasse un effort. J'étais sensible aussi à ce que vous avez dit concernant les industriels, les créateurs de logiciels, parce qu'ils créent beaucoup de formes addictives qui font que nous-mêmes nous sommes pris, mais les enfants, y compris, peuvent tomber dans une forme de dépendance à l'addiction de certains programmes. Pardon, réponse. Non, je disais que c'est le premier grand axe de notre rapport. C'est-à-dire, on demande effectivement à des gens de s'autoréguler, de reprendre le contrôle, et en même temps, les outils, les services qu'ils ont sur leur téléphone, et la majorité des réseaux sociaux sont conçus pour capter notre attention et nous enfermer quelque part, parce que c'est l'économie de ces réseaux-là. Est-ce que vous diriez des réseaux sociaux que c'est une addiction de la même façon que la cigarette, par exemple ? En tout cas, ils mettent en place des mécaniques qui aujourd'hui peuvent être reconnues comme addictogènes, c'est-à-dire sur lequel il est difficile d'avoir du contrôle, de pouvoir s'autoréguler, surtout quand on est jeune. Et qui nous invitent en tout cas, qui ont mis en place plein de mécanismes pour qu'on revienne le plus souvent possible sur l'écran et qu'on y reste longtemps. Et donc en tout cas, comment est-ce qu'on arrive à lutter contre ce que vous dites exactement, contre cette addictologie? Parce que j'ai pas l'impression qu'on le dit assez souvent. Déjà le dire. Peut-être qu'on n'a pas assez. Là on vient de le dire. Là on vient de le dire. Non, mais je veux dire, effectivement, on a peut-être trop porté le discours sur l'utilisateur lui-même. Les enfants d'abord. Décroche-toi de tes écrans. L'adulte aussi, ils sont bien. Et on sent bien d'ailleurs que les parents sont pas très à l'aise aussi avec cette posture d'éducation numérique, parce que eux-mêmes, ils savent qu'ils sont pas exemplaires. Et on a mis de côté, en fait, le premier coupables qui sont ces mécaniques-là. Mais derrière le côté addictogène, il y a aussi, et c'est ce qu'on a voulu vraiment défendre dans ce rapport,
on devrait tous, en tant qu'utilisateurs, pouvoir reprendre ce contrôle. Et en fait, choisir les contenus qui nous sont donnés à voir, avoir le droit de paramétrer et d'avoir un fil finalement de contenu qui nous correspond. Raphaël Saint-Ville. Oui, vous avez dit que cette mission et les préconisations que vous faites, c'est d'abord un guide à l'usage des parents. Mais est-ce qu'il n'y a pas des injonctions contradictoires qui sont faites aux parents, avec d'une part pour ceux qui ont déjà pris conscience de la nécessité de pouvoir réguler, de préserver pour en tout cas jusqu'à un certain âge leurs enfants des écrans, entre justement ce souci qu'ils ont pour leurs enfants et l'école qui s'invite toujours plus via le numérique, via les espaces numériques de travail dans les foyers, et pour des enfants qui n'ont pas de portable, même après 15 ans, et encore plus, c'est encore plus vrai avant, qui sont contraints finalement d'avoir recours, même à la maison, à ces espaces numériques. Axel Dessin. Alors, le premier point, et vous avez raison, c'est qu'effectivement, les parents reçoivent des messages contradictoires. Donc, un des premiers objectifs de ce rapport, c'est de pouvoir donner des repères éclairés et de comprendre que si on a mis ces jalons d'âge, c'est par rapport en lien aussi avec le développement de l'enfant et montrer aussi que l'éducation numérique, ça se fait de manière progressive. En fait, en gros, si je veux faire une analogie, on lance pas ses enfants dans le grand bain du numérique sans passer par un certain nombre d'étapes. Après, effectivement, et c'est un sujet qu'on pointe aussi, face à l'école, ils peuvent se retrouver là aussi face à des messages contradictoires, c'est-à-dire une école qui leur dit pas de portable, et puis en même temps qui équipe l'élève d'un outil numérique que le parent n'a pas forcément choisi. Sur Europe 1, il y avait effectivement une maîtresse d'école qui disait aujourd'hui, c'est totalement aberrant de donner les devoirs sur du numérique, revenons aux livres et aux cahiers, Olivier d'Artigol. Oui, sur le neurodéveloppement de l'enfant, on avait pu lire encore récemment des analyses divergentes. Est-ce que la commission arrive à un consensus, et est-ce que c'est plutôt justement le manque d'interaction avec les adultes sur la petite enfance qui peut créer ces troubles, plus que l'écran? Alors en fait, c'est multifactoriel. Effectivement, d'un point de vue scientifique, il n'y a pas d'élément de causalité entre les écrans et le neurodéveloppement, ou alors ils sont mineurs. Par contre, ce que la science a pu vraiment montrer, c'est que les écrans en tant que tels, là je parle pas de contenu, ont un impact sur la santé, sur la vue, sur le sommeil, et ça c'est prouvé. D'où ces règles de 3 ans et de limiter avant 6 ans. C'est d'abord pour des enjeux de santé. Après, effectivement, on voit que dans des utilisations extrêmes, et effectivement, seul, sans l'interaction avec le parent, il peut y avoir des effets délétères sur le langage, sur le développement de l'enfant. Et c'est sur ça qu'il faut alerter. Et effectivement, il faut encore qu'il y ait de la recherche pour pousser. Mais il y a des cas cliniques quand même qui montrent qu'une utilisation excessive. Je discutais avec une sophrologue qui disait que certains enfants sont irrécupérables. C'est-à-dire qu'on essaye pourtant de les sortir de ça et que c'était extrêmement difficile de les... On n'est pas aussi alarmiste avec tout, parce qu'on a consulté quand même une centaine de professionnels, y compris des professionnels de santé, qui effectivement sont confrontés, et des enseignants aussi, à des élèves avec vraiment des grosses difficultés d'attention. Ils nous disent, on voit les effets là des bébés Covid, qui sont maintenant en maternelle et qui ont des grosses difficultés d'attention. Non, c'est réversible. C'est-à-dire que vraiment, quand on retire les écrans... Après, il y a des images chocs. C'est-à-dire que si un enfant de 3 ans, par mégarde, prend un téléphone portable, il veut regarder Winnie l'ourson et il tombe sur le trailer de Freddy 3, évidemment, ça peut le marquer à vie, quoi. D'où l'importance, quand on est parent, de ne pas laisser son téléphone à disposition. Il y a le côté attractif. Et puis peut-être, si on sait qu'on a un enfant, on va mettre en place un outil pour s'assurer que ça n'arrive pas. C'est ce qu'on disait justement au début de notre entretien. Merci beaucoup, Axel Dessin. J'imagine qu'on peut retrouver ce rapport. Il est public, on peut le retrouver sur un... Alors, il est diffusé aujourd'hui. Je pense que c'est soit déjà en ligne, soit imminent. Parfait, merci d'avoir été notre première invitée sur Europe 1 dans Europe 1 Soir. Dans un instant, LFI dans la tourmente. On revient dans Europe 1 Soir dans un petit instant. À tout de suite.